L'échographie Doppler permet une approche rapide et fiable de l'anatomie cardiaque, mais elle autorise aussi une évaluation fonctionnelle ainsi qu'une approche hémodynamique non invasive. Après un bref rappel sur la mise en place pratique et les principaux réglages de l'appareil, nous décrirons la réalisation d'un examen écho-Doppler cardiaque conventionnel, incidence par incidence, de façon chronologique. La réalisation pratique d'une échocardiographie débute par l'installation du patient torse nu, placé initialement en décubitus latéral gauche pour la première partie de l'examen, le bras droit le long du corps, le bras gauche sous la tête. Pour les incidences sous-costales et suprasternales, le patient prend la position du décubitus dorsal strict. L'échographe est positionné généralement à la droite du patient, ce qui permet la manipulation de la sonde par la main droite et de la console par la main gauche. Le positionnement inverse, appareil à gauche et sonde main gauche, est la référence outre-Atlantique. Le tracé électrocardiographique, indispensable, est obtenu par le biais de 3 électrodes positionnées sur le thorax du patient. Après la prise en main de l'échographe, il convient de maîtriser un certain nombre de paramètres de réglage qui permettent d'optimiser les différentes phases de l'exploration cardiaque. En mode bidimensionnel, le premier paramètre à régler est la fréquence d'émission de la sonde, qui doit être adaptée à la profondeur et à la taille des structures à visualiser. Plus la fréquence est élevée, plus les ultrasons sont atténués par les tissus et moins ils pénètrent en profondeur. Parallèlement, il faut savoir que la résolution spatiale est meilleure pour les hautes fréquences. En pratique, l'exploration cardiaque chez l'adulte s'effectue à des fréquences d'émission entre 1,5 et 2,5 MHz, chez l'enfant à 5 MHz et le nouveau-né à 7 MHz. Pour une exploration de l'apex, il sera intéressant de choisir des fréquences de l'ordre de 5 MHz qui permettront une meilleure définition de la zone. De nos jours, les sondes large bande multifréquences permettent une agilité de fréquence et une adaptation à la profondeur utilisée. L'imagerie d'harmonique est définie par une réception ultrasonore au double de la fréquence émise. Elle permet d'obtenir une image de bien meilleure qualité par réduction du bruit acoustique. Elle est considérée comme la référence en échocardiographie de l'adulte. Chez l'enfant, il faut éviter le mode harmonique en raison de l'excellente qualité de l'imagerie fondamentale de base et la détérioration de l'information avec un possible épaississement des traits. La puissance à l'émission est le deuxième paramètre à vérifier car elle agit directement sur l'énergie des ultrasons qui traversent les tissus. Exprimée en décibels ou en valeurs relatives, elle conditionne la qualité de l'image en renforçant les échos utiles, mais également le bruit acoustique. Elle est donc à optimiser en fonction de chaque patient. Sa traduction à l'écran se retrouve aussi sous forme d'index mécanique, dont les valeurs sont comprises entre 0 et 2. La focale est la zone de concentration des ultrasons avant leur dispersion. C'est à son niveau que la résolution spatiale est la plus élevée. Elle est à positionner au niveau de la zone à analyser. À l'écran, la zone focale est figurée en marge de l'image par un repère que l'on peut déplacer. La cadence image est définie par le nombre d'images par seconde et s'exprime en Hertz ou en IPS. Elle est inversement proportionnelle à la résolution spatiale et variable selon la largeur et la profondeur de la fenêtre. La cadence image est à vérifier et à adapter le cas échéant en fonction de la vitesse de déplacement des structures anatomiques à observer. Par exemple, l'étude fine des mouvements de la valve mitrale s'effectue à cadence image élevée. Le gain global ainsi que les gains en profondeur jouent le rôle d'un amplificateur d'écho réceptionné. Ils permettent d'augmenter l'intensité des pixels à l'écran, qu'il s'agisse de bruit ou d'informations pertinentes. Ils sont généralement exprimés en décibels
et se visualise sous forme d'informations numériques et d'une courbe de compensation en profondeur. La gamme dynamique, exprimée en décibels, correspond à la gamme d'amplitude des échos réceptionnés, de l'ordre de 60 à 100 décibels. Sa réduction permet de filtrer certains signaux parasites. L'outil Doppler permet d'évaluer les vitesses de déplacement d'une cible par analyse du décalage de fréquence entre l'émission et la réception des ultrasons. Il se décline sous 3 formes: continu, pulsé et couleur. Le Doppler continu analyse toutes les gammes de vélocité sur la totalité de la ligne d'émission, sans localisation précise de la mesure. Les principaux réglages en Doppler continu sont l'échelle de vitesse, le gain et les filtres Doppler. Le Doppler pulsé interroge une zone précise sur la ligne d'émission, mais ne peut enregistrer les vitesses supérieures à 1,5 à 2 mètres par seconde, pour lesquelles se produit le phénomène d'aliasing ou repliement spectral. Le paramètre répétition des impulsions et la fréquence d'émission peuvent être augmentés pour repousser l'apparition de cet aliasing. C'est le mode IPRF qui permet de contourner efficacement cette limite par un artifice technique de multiplication des fenêtres d'échantillonnage en zone proximale, mais au détriment de la résolution spatiale. Les autres réglages en Doppler pulsé sont comme en Doppler continu l'échelle de vitesse, le gain et les filtres. Le Doppler couleur permet une cartographie bidimensionnelle des flux, avec en rouge les flux se rapprochant du capteur, en bleu les flux s'en éloignant. En Doppler couleur, la résolution temporelle est plus faible qu'en mode bidimensionnel noir et blanc, de l'ordre de 15 à 30 Hz. Elle est inversement proportionnelle aux dimensions de la fenêtre, qui doit être réduite autant que possible. L'aliasing, témoignant soit de flux laminaires à vitesse légèrement élevée, soit de turbulence, apparaît sous forme de mosaïque couleur rouge, vert, bleu. L'augmentation de la PRF permet de reculer l'apparition de l'aliasing aux dépens de la résolution temporelle. Les autres réglages en Doppler couleur sont principalement l'échelle de vitesse, le gain et les filtres. 4 vues principales permettent l'exploration complète du volume cardiaque et de l'aorte dans les 3 dimensions de l'espace. La fenêtre parasternale vise l'obtention des coupes parasternales grand axe et parasternales petit axe. La fenêtre apicale, par laquelle sont obtenues les coupes apicales 4 cavités, 2 cavités et 3 cavités. La fenêtre sous-costale retrouve les coupes 4 cavités et petit axe. Enfin, la fenêtre suprasternale permet la visualisation de l'aorte horizontale et descendante. La multiplication des incidences assure une meilleure fiabilité de l'examen, particulièrement en cas de fenêtre ultrasonore difficile. La sonde étant placée au niveau du 4e espace intercostal et dirigée de telle sorte que le plan faisceau ultrasonore soit dans le grand axe du cœur, l'image obtenue est donc celle d'une coupe longitudinale du cœur. Cette coupe permet une première appréciation des dimensions et de la fonction des ventricules droits et ventricule gauche, de l'oreillette gauche, des jeux valvulaires aortiques et mitrales, ainsi que de l'état de la racine de l'aorte. Par ailleurs, pour l'analyse de la contraction segmentaire, la coupe parasternale grand axe identifie successivement les segments inférolatérobasal et inférolatéromédian de la nouvelle segmentation et les segments antéroseptobasal et antéroseptomédian. La coupe parasternale grand axe permet également d'observer 2 structures annulaires en arrière de la jonction oreillette gauche-ventricule gauche. L'aorte thoracique descendante, rétrocardiaque, de 2 cm de diamètre environ, le sinus coronaire, beaucoup plus petit, situé à la jonction OGVG et qui, en cas de dilatation, doit faire rechercher une veine cave supérieure gauche. Enfin,
Pour terminer avec cette incidence parasternale grand axe, soulignons l'intérêt de remonter le capteur d'un espace intercostal pour explorer l'aorte ascendante sur ses 4 à 5 premiers centimètres. À partir de l'incidence parasternale coupe grand axe, une ligne temps-mouvement est positionnée au niveau des sigmoïdes aortiques et l'oreillette gauche. Le tracé obtenu permet de visualiser au cours du temps le ventricule droit, la racine de l'aorte, les sigmoïdes aortiques et l'oreillette gauche, avec parfois derrière l'oreillette gauche l'aorte thoracique descendante en section circulaire. Les mesures suivantes sont alors effectuées du bord d'attaque à bord d'attaque selon les recommandations de l'ASE. Diamètre de la racine de l'aorte au pied du QRS, ouverture des sigmoïdes aortiques et diamètre de l'oreillette gauche au maximum de sa dilatation. Toujours à partir de cette incidence, une deuxième ligne temps-mouvement est positionnée au niveau des feuillets mitraux. Le tracé obtenu reconnaît entre le septum et la paroi inférolatérale l'aspect d'ouverture diastolique en M de la valve mitrale antérieure, ainsi que le mouvement symétrique de la valve postérieure de plus faible amplitude. En systole, on observe un accolement des deux feuillets sous forme d'une ligne ascendante. On peut dès lors définir les points D de début d'ouverture mitrale, E d'ouverture mitrale maximale, F pour la fin du remplissage rapide, A pour la systole auriculaire, B pour la contraction isovolumique et C de fermeture mitrale. On mesure alors la pente EF, l'amplitude d'ouverture DE et l'espace ES entre le point E et le septum. En continuant à partir de l'incidence parasternale grand axe, une troisième ligne temps-mouvement à l'extrémité des valves mitrales permet l'enregistrement simultané des ventricules droit et gauche, ainsi que les parois antéroseptales et inférolatérales. En télédiastole, repérées par le pied du QRS, seront mesurés successivement et toujours de bord d'attaque à bord d'attaque, le diamètre du ventricule droit, l'épaisseur septale, le diamètre du ventricule gauche et l'épaisseur de la paroi inférolatérale. De même, en télésystole, repérées au nadir de l'épaississement postérieur, les mesures de l'épaisseur septale, du diamètre du ventricule gauche et de l'épaisseur de la paroi inférolatérale seront effectuées. À partir de ces données, seront alors calculées les valeurs de pourcentage de raccourcissement, de fraction d'éjection selon la formule de T-Scholz, de masse ventriculaire et de pourcentage d'épaississement pariétal. Après l'obtention des mesures TM, l'utilisation du mode Doppler-couleur bidimensionnel sur cette incidence parasternale grand axe permet une première évaluation des flux transvalvulaires, notamment à la recherche d'une régurgitation aortique ou mitrale. De façon physiologique sur cette coupe, la chambre de remplissage du ventricule gauche est colorée en bleu en diastole, alors que la chambre de chasse apparaît en rouge en systole. L'homogénéité du flux d'éjection sous-aortique et aortique, ou du flux de remplissage ventriculaire gauche, ainsi que l'absence de shunt interventriculaire, sont également à vérifier sur cette incidence. L'incidence parasternale coupe grand axe du ventricule droit est obtenue avec la sonde placée au 4e espace intercostal, en l'inclinant vers l'axe xiphoïde et en la tournant légèrement dans le sens horaire. Elle permet la visualisation de l'oreillette droite, du ventricule droit, de la tricuspide et de l'abouchement du sinus coronaire dans l'oreillette droite. La sonde précédemment placée au niveau du 4e espace intercostal est tournée de 90 degrés dans le sens horaire par rapport au grand axe du cœur, ce qui permet l'obtention de coupes petit axe. Par une manœuvre d'inclinaison de la sonde du haut vers le bas, 4 coupes de référence seront ainsi individualisées. La première coupe correspond à la partie basale du cœur. Elle permet d'identifier respectivement le ventricule droit, l'infundibulum pulmonaire, l'oreillette droite, l'oreillette gauche,
l'auricule gauche, le tronc de l'artère pulmonaire, le septum interauriculaire, la valve tricuspide, la valve pulmonaire et les 3 sigmoïdes aortiques, antéro-gauche, antéro-droite et postérieure. En Doppler couleur, on visualise le remplissage du ventricule droit à partir de l'oreillette droite, une éventuelle insuffisance tricuspide, le flux d'éjection du ventricule droit dans le tronc de l'artère pulmonaire. Sur cette coupe, il faut également vérifier l'absence de shunt interauriculaire et ou interventriculaire. Avec la même position de sonde, en orientant légèrement le capteur vers la droite, il est possible de dégager le tronc de l'artère pulmonaire dans son intégralité, ainsi que sa bifurcation vers l'artère pulmonaire gauche et l'artère pulmonaire droite, qui s'enroulent autour de l'aorte. Le Doppler couleur élimine sur cette coupe la présence d'un canal artériel. La coupe basale petit axe permet par le biais du Doppler pulsé d'analyser le flux tricuspidien de remplissage ventriculaire droit ainsi que le flux d'éjection pulmonaire. En Doppler continu et après repérage Doppler couleur, il faudra enregistrer le flux d'insuffisance tricuspide et d'insuffisance pulmonaire qui permettront d'évaluer les pressions pulmonaires. À partir de la position précédente, en inclinant légèrement la sonde vers le bas, on obtient la coupe transmitrale. Sur cette coupe, on objective la couronne myocardique divisée en 6 segments, dont 3 segments inférobasaux, inféroseptal, inférieur et inférolatéral, et 3 segments antérobasaux, antéroseptal, antérieur et antérolatéral du ventricule gauche. Cette coupe permet également l'analyse de la valvule mitrale avec sa valve antérieure et sa valve postérieure, ainsi que ses 2 commissures internes et externes. La poursuite de l'inclinaison du capteur vers le bas laisse apparaître les cordages de la valve mitrale, puis les piliers, qui définissent la coupe des piliers. On repère facilement le pilier antérolatéral et le pilier postéromédian. Sur un plan fonctionnel, cette coupe dégage les segments ventriculaires gauche médians, dont 3 inféromédians, inféroseptal, inférieur et inférolatéral, et 3 segments antéromédians, antéroseptal, antérieur et antérolatéral. Enfin, un degré d'inclinaison supplémentaire permet l'obtention de la coupe apicale, qui analyse les segments myocardiques antéroapical, septoapical, latéroapical et inféroapical. La fenêtre apicale permet la visualisation de l'ensemble du volume cardiaque à partir de l'apex et doit être recherchée assez loin dans l'aisselle afin de ne pas tronquer la pointe du ventricule gauche. 4 plans de coupe sont référencés, l'incidence 4 cavités, 5 cavités, 3 cavités et 2 cavités. L'incidence apicale des 4 cavités s'obtient à la sonde placée au niveau de la pointe du cœur, le faisceau dirigé dans un plan horizontal avec les 4 cavités cardiaques en enfilade. Les structures visualisées à partir de cette incidence apicale des 4 cavités sont respectivement les oreillettes droite et gauche, les ventricules droit et gauche, les valves tricuspides et mitrales, avec les feuillets mitraux antérieurs et postérieurs, les feuillets tricuspidiens antérieurs et septal, le septum interventriculaire et interauriculaire, et de façon inconstante, les veines pulmonaires. La systématisation du ventricule gauche distingue les niveaux basaux, médians et apicaux, avec les segments inféroseptobasaux, inféroseptomédians, septoapical et antérolatérobasaux, antéroلاtéromédians et latéroapical. La nouvelle segmentation décrit enfin un 17e segment apical. Cette incidence illustre également le décalage physiologique entre les insertions septales de la mitrale et de la tricuspide.
Rappelons que la valve dont l'implantation est la plus apicale est toujours la tricuspide. L'incidence apicale des 5 cavités est obtenue à partir de la coupe des 4 cavités en orientant la sonde vers le haut. Cette manœuvre permet de dégager les structures visualisées en apicale 4 cavités, avec en supplément la chambre de chasse du ventricule gauche, l'orifice aortique, avec les sigmoïdes antéro-droite et postérieure. À partir de l'incidence apicale des 4 cavités initiales, une rotation de 45 degrés dans le sens anti-horaire fait apparaître la coupe apicale des 2 cavités, avec l'oreillette gauche, le ventricule gauche et de façon inconstante l'auricule gauche. Pour l'analyse de la contraction segmentaire, on visualise successivement les segments inféro-basal, inféro-médian, inféro-apical et les segments antéro-basal, antéro-médian et antéro-apical, ainsi que le segment apical pur. À partir de l'incidence apicale des 4 cavités initiales, une rotation de 90 degrés à 120 degrés dans le sens anti-horaire permet l'obtention de la coupe apicale des 3 cavités, équivalente de l'incidence parasternale grand axe. Ainsi, on retrouve aisément l'oreillette gauche, le ventricule gauche, l'orifice et la racine aortique, la valve mitrale avec son feuillet antérieur et son feuillet postérieur, ainsi que le pilier postéromédian. Les segments ventriculaires observés sont successivement les segments inféro-latéro-basal, inféro-latéro-médian, latéro-apical, et les segments antéro-septo-basal, antéro-septo-médian, septo-apical. Enfin, on retrouve le 17e segment apical. Enfin, en orientant le capteur vers les cavités droites à partir de l'incidence 4 cavités, on visualise plus distinctement le ventricule droit, ce qui permet de juger de sa fonction globale et segmentaire. L'incidence apicale est l'incidence de choix pour réaliser le Doppler, car les ultrasons sont dans l'axe des flux. Le mode Doppler-couleur permet dans un premier temps une analyse de débrouillage des flux intracardiaques, avec notamment la visualisation du flux de remplissage ventriculaire gauche, en rouge-jaune, au travers de la valve mitrale en diastole, et le flux d'éjection systolique, en bleu, de la pointe du ventricule gauche vers la chambre de chasse. On recherchera principalement la présence d'une insuffisance mitrale, d'une insuffisance aortique, d'une accélération du flux intraventriculaire ou encore d'une insuffisance tricuspide. Il faut noter que les microfuites valvulaires pulmonaires et tricuspides sont quasi constantes chez le sujet normal. Au niveau du cœur gauche, elles ne sont pas exceptionnelles et semblent augmenter en fréquence avec l'âge. Elles sont banales en l'absence d'anomalies de texture de la valve. L'incidence apicale 3 et 5 cavités en mode Doppler-couleur permet une visualisation plus précise de la chambre de chasse sous-aortique et de l'orifice aortique. L'outil Doppler permet d'affiner la quantification des flux. Le flux de remplissage transmitral est enregistré en Doppler pulsé au sommet de l'entonnoir mitral à partir de l'incidence apicale 4 cavités. Il est caractérisé par une double composante positive diastolique, avec une onde E de remplissage ventriculaire rapide et une onde A correspondant à la contribution auriculaire. Les pics de vélocité E et A, l'intégrale temps-vitesse ou ITV, obtenu par contourage du spectre Doppler, et le temps de décélération de l'onde E, délai entre le pic et la fin de l'onde E, sont les principales mesures à recueillir systématiquement. Un enregistrement Doppler continu est réalisé en cas de vélocité transmitrale supérieure à 1,5 m par seconde ou si une insuffisance mitrale est détectée. Le flux sous-aortique est enregistré en Doppler pulsé au niveau de la chambre de chasse du ventricule gauche,
en positionnant la fenêtre d'échantillonnage 1 cm sous les sigmoïdes aortiques en incidence apicale 3 ou 5 cavités. Il est caractérisé par une onde négative systolique dont il faut mesurer la vélocité maximale et l'ITV. Le flux aortique est enregistré au niveau de l'anneau aortique en Doppler pulsé, mais également en Doppler continu sur une coupe apicale 3 ou 5 cavités. Il apparaît sous forme d'une onde négative, dont il faut recueillir la vélocité maximale et l'ITV. C'est ce flux qui servira pour le calcul du débit cardiaque. L'incidence apicale 4 cavités permet aussi l'étude du flux tricuspidien, en orientant légèrement la coupe vers les cavités droites. Le flux tricuspidien est comme le flux mitral biphasique avec 2 composantes, remplissage rapide et contraction auriculaire. L'enregistrement Doppler continu, orienté par le Doppler couleur, recherche un flux de régurgitation tricuspidienne en vue d'une évaluation des pressions droites. Avec l'amélioration de la technologie des sondes et des échographes, l'enregistrement du flux veineux pulmonaire est également accessible en Doppler pulsé après repérage en Doppler couleur et en particulier à partir de la veine pulmonaire supérieure droite qui s'abouche dans l'oreillette gauche près du septum interauriculaire. 3 ondes sont décrites, une première onde positive systolique S, une deuxième onde positive diastolique D et une onde négative A correspondant au reflux sanguin dans les veines pulmonaires au cours de la systole auriculaire. La fenêtre sous-costale est obtenue le patient en décubitus dorsal, les genoux fléchis, la sonde placée dans le creux épigastrique. 2 coupes sont principalement analysées, la coupe des 4 cavités et la coupe parasternale petit axe passant par les oreillettes. Sur la coupe des 4 cavités, avec le faisceau orienté vers l'épaule gauche dans un plan frontal, on retrouve facilement derrière le parenchyme hépatique les oreillettes droite et gauche, les ventricules droit et gauche. En cas d'impossibilité de mesurer en mode TM le ventricule gauche à partir de la fenêtre parasternale, cette incidence sous-costale peut être utilisée, mais les diamètres sont cependant légèrement sous-estimés. Sur la coupe petit axe, après rotation du capteur de 90 degrés en sens anti-horaire et en orientant vers le haut et la droite, on visualisait 2 oreillettes, le septum interauriculaire, l'infundibulum pulmonaire et l'aorte ascendante. Cette coupe permet principalement la recherche d'une communication interauriculaire à l'aide du Doppler couleur. Bien entendu, le balayage de la pointe à la base est tout à fait possible en petit axe pour une analyse segmentaire du ventricule gauche. L'incidence sous-costale autorise également l'analyse de l'aorte abdominale jusqu'à la bifurcation. Un geste de balayage, positionnant le faisceau ultrasonore dans le plan sagittal puis transversal, permet d'obtenir les coupes longitudinales et petit axe. Une aorte abdominale normale ne dépasse pas 20 mm de diamètre. La fenêtre sous-costale permet enfin d'apprécier l'état de la veine cave inférieure et des veines sus-hépatiques en orientant le capteur vers la région hépatique. Le diamètre de la veine cave est mesuré 1 à 2 cm avant son abouchement et diminue de façon significative à l'inspiration. Les veines sus-hépatiques sont repérées en Doppler couleur en vue d'une analyse de leur flux en Doppler pulsé. Le Doppler pulsé au niveau des veines sus-hépatiques enregistre un flux triphasique de faible vélocité avec une composante négative systolique S, une deuxième composante négative diastolique D et une troisième composante positive A qui correspond au reflux dans la veine cave au cours de la systole auriculaire. L'exploration échocardiographique se termine avec la fenêtre suprasternale qui est obtenue chez un patient en décubitus dorsal
La sonde placée au niveau du creux susternal avec une obliquité de 30 degrés anti-horaire par rapport au plan frontal. L'image obtenue est celle de la crosse aortique, avec les départs de l'artère carotide primitive gauche et de l'artère sous-clavière gauche. On repère également l'isthme aortique, situé sous l'origine de l'artère sous-clavière gauche. Une rotation anti-horaire de 90 degrés par rapport au plan précédent permet de visualiser la coupe transversale de l'aorte, avec l'aorte horizontale en petit axe, la fin du tronc de l'artère pulmonaire et l'artère pulmonaire droite, et enfin la veine cave supérieure. En conclusion, pour assurer un maximum de fiabilité à l'examen échocardiographique, ce dernier doit être effectué de façon standardisée, systématique et méthodique. La rigueur dans l'obtention des images et dans la réalisation des mesures sont les garants de la reproductibilité des informations recueillies.